BTLV, le seul vrai média libre et indépendant avec plus de 2000 heures de podcasts audio et replay vidéo, uniquement par abonnement. Salut à tous, merci d'être de plus en plus nombreux à choisir BTLV, un média sans pub, ce qui nous laisse une liberté rédactionnelle sans précédent. La preuve, je propose d'ouvrir le dossier de la géo-ingénierie, mot barbare qui définit ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Certains voient le ciel se voiler de plus en plus et par la même occasion une pollution aux produits toxiques à la limite du complot de notre côté. D'autres pensent que cela est tout à fait anecdotique et que ça a toujours existé. Alors il va falloir s'y retrouver et dans un souci d'information et pour en savoir plus, j'ai le plaisir de recevoir deux personnalités qui nous offrent un film vers un climat artificiel. On va avoir une bande-annonce de 13 minutes dans un instant pour découvrir un petit peu ce film et pour en parler juste après. Alors, parmi les acteurs de ce film, il y a Jacqueline Roche. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes journaliste et photographe professionnel. Votre travail vous a amené à regarder le ciel fatalement, puisque quand on est photographe, on regarde ce qui se passe là-haut. Avec le temps, vous avez constaté que notre ciel était de plus en plus voilé et de moins en moins lumineux. Un constat qui vous a entraîné sur cette enquête finalement, puisque c'est un film d'enquête. Vous vous êtes aperçu que c'était un sujet très controversé et qu'on était à la limite du complot. Et vous avez justement voulu évacuer tout cela en allant sur pas le complot, mais le manque d'informations données auprès du public. On va y revenir en détail dans quelques instants. Et c'est ce qui nous intéresse aussi, parce qu'on a beaucoup évoqué ces chemtrails, puisque c'est comme ça qu'on les appelle sur la toile. Ces traînées blanches que l'on voit un petit peu dans le ciel et qui sont visiblement dues à des projections d'avions et de carburant modifiés. On aura l'occasion d'y revenir. Et puis à ma droite, on a Patrice Ternu. Bonjour Patrice. Bonjour à nouveau. Qu'on avait eu le plaisir de recevoir, mais pour un tout autre sujet, sur les Celtes et l'Égypte. On y reviendra peut-être un de ces jours. Dans tous les cas, ça avait été une magnifique émission. Je suis ravi de vous avoir sur ce terrain, celui de la géo-ingénierie. Vous êtes docteur en mathématiques et en économie appliquée, administrateur de l'INSEE, conseiller à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice sous l'autorité du Premier ministre pour les risques environnementaux. Vous avez été professeur en économie et en développement, homme politique dans l'écologie. Vous vous passionnez pour la science et en particulier pour la physique et l'espace, mais aussi pour le symbolisme. Ça nous ramène à ces Celtes et à ces Égyptiens, aux religions, au langage, aux civilisations et aux origines. Alors, je vous le disais, avant d'ouvrir cette émission, je propose, vous qui nous regardez, de voir un document exceptionnel. Ça dure 13 minutes. C'est la longue bande-annonce qu'on a bien voulu nous faire passer ici pour évoquer cette géo-ingénierie. Écoutez, le film s'appelle « Vers un climat artificiel ». Science avec une étude étonnante, le panache blanc laissé par les réacteurs des avions aurait une incidence sur le climat. Bref, la météo est sous très haute surveillance. On peut même évoquer un nouveau trio sécuritaire composé du climat, de l'économie et de l'espionnage. Journaliste et photographe professionnel, j'ai plusieurs années de repérage du ciel pour mon travail sur l'image. Mon but au départ était juste de comprendre comment un tel phénomène pouvait-il se produire sans aucun débat citoyen et sans nous alarmer. Du tout. Un état de fait, une lumière qui s'amenuise, des traînées persistantes qui grossissent, de nouvelles technologies de modification climatique, une politique mondiale sur le changement du climat. Je constate que la luminosité a diminué de façon extraordinaire, moins 3 diaphes en quelques années. En cherchant sur la toile, je tape « obscurcissement planétaire » et je comprends rapidement qu'il y a sujet, comme on dit communément. Plusieurs scientifiques, répartis dans divers points de la planète, avec des démarches et des méthodes différentes, arrivent tous à la même conclusion. On perd de la lumière. Alors, la géo-ingénierie, évidemment, recouvre plusieurs procédés. Certains procédés consistent à renforcer la capacité, par exemple, des nuages ou de la Terre, de renvoyer les émissions solaires pour que la chaleur auquel elles correspondent ne soit pas emmagasinée dans l'atmosphère terrestre. Alors là, il y a de très nombreux procédés qui sont avancés. Pulvériser des particules dans l'atmosphère, pour que ces particules renvoient certains rayonnements solaires. Notre ciel comme lieu et outil d'avancée climatique. Les méthodes de géo-ingénierie sembleraient un moyen incontournable. Seraient-elles partie prenante de notre passé, de notre présent,
et de nos climats futurs? Il y a bien des militaires et des industries qui font des expériences volontaires sur l'adjonction de composés chimiques au carburant pour créer ces effets albédo, car le carburant normal comporte déjà les molécules qui créent l'effet chemtrail. Ce n'est pas le CO2 qui est le premier élément de l'effet de serre, c'est l'eau. C'est le cycle de l'eau. Dans tous les cas, il existe bien un lien entre les traînées d'avions et les modifications climatiques. Je constate très vite que des milliardaires, des militaires et des scientifiques, ou des politiques, s'allient pour manipuler l'atmosphère. Et la collusion semble totale. Le Nouvel Observateur du 18 juillet 2013 publie le projet de la CIA pour contrôler le climat. Les Échos du 2 octobre 2013. Monsanto s'offre un leader des données climatiques. Le numéro 1 mondial des semences de maïs, de soja et d'autres cultures génétiquement modifiées a annoncé qu'il achetait The Climate Corporation pour quelques 930 millions de dollars. C'est la plus grosse acquisition de Monsanto. Puis, le 24 novembre 2013, Monsanto sort un nouveau gène résistant à l'aluminium. Le 22 décembre 2013, Monsanto investit dans les prévisions météorologiques. Et le 2 janvier 2014, Météo France disparaît des chaînes publiques nationales au profit d'une société britannique. Dès ce mois de janvier, les prévisions météo nationales sur les chaînes télé du service public ne seront plus assurées par l'indétrônable Météo France, mais par la filiale française du groupe anglais Météo Group. Et les gouvernements ont des experts, non pas en climatologie, mais en discours politique, qui font des éléments de langage. Ces éléments de langage, ça s'appelle le rapport de synthèse destiné aux dirigeants. Ils le font pour eux-mêmes, par eux-mêmes. On découvre un nouveau vocabulaire météorologique. Ciel voilé, neige industrielle, en chemin vers un climat artificiel. Actuellement, on découvre la géo-ingénierie à l'échelle industrielle, à l'échelle mondiale. Mais ça a commencé dans les années 70. Les chambres d'agriculture ont donné aux agriculteurs des fusées paragrêles. Voici une fusée paragrêle que mon père envoyait dans les nuages de grêle pour dissoudre la glace et provoquer la pluie. Dans l'agriculture biologique, bien sûr, nous n'utilisons pas de produits chimiques, mais le problème, c'est que si ces produits chimiques viennent du ciel, il est évident qu'on va retrouver des résidus sur nos produits. Des produits chimiques qui vont contaminer l'homme à travers l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et les aliments que nous ingérons. Des produits chimiques, une industrie mondiale qui cultive la terre par l'adjonction dans l'air de molécules non naturelles. Je m'informe sur l'acidité du corps et ses conséquences. De très grands cancérologues parlent du pH acide ou basique du corps. J'entends aussi parler d'intoxication aux métaux lourds. Et je me souviens qu'il y a également la diminution de la lumière solaire. Les preuves qui sont apportées aujourd'hui au niveau toxicologique et biologique avec cette fameuse révolution qu'est l'épigénétique, qui permet de comprendre comment l'environnement peut modifier l'expression de certains gènes et de créer au sein de l'organisme une inflammation qui explique l'origine des maladies. Le recours à la géo-ingénierie a un grave inconvénient, c'est qu'elle entraîne de nouveaux désordres climatiques. Adapter la planète, c'est tout simplement, déjà, toutes ces techniques de modification artificielle du climat. Mais il n'y a pas que la planète qu'on souhaite adapter, c'est aussi l'humanité. Si nous sommes constamment soumis à une pollution interne du corps par la qualité de l'eau et des aliments, pourquoi ne serions-nous pas soumis de la même façon à une pollution de l'air par les modifications observées dans notre ciel? Serions-nous confrontés à l'acidification de notre pH, à de fortes carences en vitamines, à un manque d'oxygène et un manque de soleil? On observe tous des pics de pollution aux particules fines. L'avion bénéficie même d'un traitement de faveur en étant exonéré de nombreuses taxes sur le kérosène.
C'est une des sources de pollution qui connaît la plus forte augmentation. Les émissions de CO2 liées au trafic aérien échappent aux réglementations internationales sur la lutte contre le changement climatique. Elles n'ont pas été intégrées au protocole de Kyoto en 1997 et n'ont pas été abordées à la COP21 fin 2015. Ce traitement de faveur injustifié ne donnerait-il pas une légitimité à polluer ? À cause du trafic, on aura encore moins de luminosité. À cause des produits chimiques, on aura un air toxique, on aura moins de lumière. Si on a moins de lumière, on aura moins de rendement. La pomme d'aujourd'hui contient 100 fois moins de vitamines que la pomme de 1950. Bon, qu'on ait perdu tout ce qu'il y a dedans, c'est une chose. Mais maintenant, comme le blé, on produit des aliments toxiques. Notre climat se modifie de façon surprenante depuis que nous observons ce ciel presque constamment voilé. Nous passons de l'assèchement des sols à des inondations catastrophiques. Je sais que les désordres climatiques sont liés à la variation du CO2 et au cycle de l'eau. Aujourd'hui, l'eau va trop vite du ciel à la mer. Si le cycle de l'eau s'accélère en raison de l'accélération des émissions de CO2, du delta, vous voyez, eh bien, progressivement, il y a de moins en moins d'eau dans le système intermédiaire. D'où pluie diluvienne et sécheresse qui sont exactement la même chose, alternées. C'est des conséquences opposées, les deux faces opposées d'une même pièce. C'est la même chose. Je dis souvent que cet assèchement, au fond, du milieu naturel dans lequel vit l'homme, correspond à l'assèchement des consciences, d'une certaine façon, symboliquement. Donc nous asséchons l'œuvre de la nature. Nous asséchons l'œuvre de la nature. Et par conséquent, il n'est pas besoin d'avoir des sociétés secrètes, des complots ou quoi que ce soit pour que les intérêts de ces lobbies passent dans les grandes conférences onusiennes qui sont censées les combattre. C'est un état structurel. Il n'y a pas de complot. Mais en revanche, il y a réellement action. On ne peut que s'interroger sur l'existence des méthodes de modification du climat lorsque l'on parcourt le rapport Modification du climat, les programmes, les problèmes, la politique et les potentiels. Les informations contenues dans ce rapport font peur. Des tests non scientifiques mais bien existants. Des sommes extraordinaires allouées par des sponsors privés et publics. Voilà bien des méthodes clandestines puisque cachées du public. Pourquoi aucune information envers les citoyens ou même la presse ? Nous restons dans l'attente de l'émergence d'un débat citoyen sur les méthodes de géo-ingénierie dans leur ensemble. Le GIEC, l'IPCC en anglais, a déposé sur le bureau de la COP21 des scénarios sur lesquels on puisse appuyer l'action politique. Ils en ont déposé 116 exactement. Alors évidemment, on n'a pas trop informé le public de la réalité de ces scénarios. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé « Accord de Paris » qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Le réchauffement en soi, il serait bénéfique. Il a toujours été bénéfique. C'est l'Holocène, c'est ce qu'on appelle le paradis. Le réchauffement, c'est le paradis. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de paradis, évidemment. Pourquoi ? Parce que c'est l'accélération de la vitesse d'émission. Si l'émission du CO2 n'est pas principalement responsable du réchauffement climatique, d'ailleurs nos plantes et nous-mêmes en avons besoin, alors pourquoi devrions-nous accepter le lobbying industriel de la géo-ingénierie déjà présente sur le bureau de la COP21 fin 2015 ? On nous dit, vous n'aurez pas pris les mesures avant 2018, donc vous êtes condamné à 3,5 ou je ne sais quoi à horizon 2100. Mais c'est totalement faux. Et donc du coup, les gens les populations vont accepter n'importe quoi. On va leur dire il faut faire des satellites géants pour renvoyer l'albédo, il faut faire des épandages dans l'atmosphère, il faut dissoudre les roches, il faut déverser de la chaux dans les océans, il faut faire des biocarburants parce qu'on va tout mixer, vous voyez. Donc ça va être une industrie colossale. On comprend très bien les intérêts financiers qui sont en jeu. Et puis tout ça, ça va se substituer progressivement à l'industrie du pétrole. Et on va dire ceux qui n'acceptent pas, eh ben, ils sont contre la nature, ce qui est un mensonge absolu. Tous ces écologistes dont j'ai été, qui sont sincères,
peuvent-ils se laisser berner à ce point et entreprendre des actions et tenir des discours qui ne fait que servir la soupe aux puissants. Et ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas d'argent qui aille suffisamment aux scientifiques. Arrêter les émissions en surnombre suffirait à ralentir considérablement les désordres. Donc moi, j'aimerais bien que ces questions soient sur la scène publique. Voilà mon seul combat. Et parler d'éveil des consciences, c'est ça. C'est se poser les questions même quand on n'a pas les réponses. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une vérité. Chaque jour, une nouvelle découverte peut remettre en question ce que la veille, on croyait la vérité. Mon questionnement est juste un désir d'alimenter un débat citoyen dans l'intérêt sanitaire commun. Voilà, vers un climat artificiel. Je vous avais dit, vous qui nous regardez, que ça bousculerait bien sûr vos idées, préconçues ou pas, quoi qu'il en soit. Je me tourne vers Jacqueline, déjà bravo pour ce film, parce que il donne envie ça fait 80 minutes en tout le film. Ouais. Il est présenté ici ou là. Il y aura une conférence le 28 juin, c'est ça, à l'entrepôt, à Paris? Une projection débat, oui. Et après débat, avec bien les sûr. Intervenants, Patrice, l'agriculteur. Ouais. Donc ce sera l'occasion, vous qui nous regardez, peut-être d'en savoir plus, de voir le film dans son intégralité, et puis d'en savoir plus sur cette géo-ingénierie qui en fait, quand je regarde le film au départ, je me dis tiens, c'est presque bon pour nous, c'est-à-dire qu'on nous protège des rayons du soleil, on veut éviter le réchauffement climatique, et puis on s'aperçoit au fil du temps, quand on commence à regarder les images et à s'intéresser au sujet, que finalement, il y a bien sûr des intérêts financiers colossaux derrière, que finalement ça va arranger les uns, ça va se substituer au pétrole, donc on est déjà dans le futur. Mais la vraie question quand même que je vais vous poser en préambule, c'est pourquoi effectivement, et d'ailleurs vous le soulevez Patrice dans le film, c'est pourquoi c'est pas mis sur la place publique, d'où ce côté complotiste que des gens disent depuis 10 ans. Moi je me souviens des gens hurler ici quand je disais, vous savez, moi le premier j'étais sceptique sur ces traînées blanches, avec on me disait oui il y a des épandages, mais je dis mais si les gens épandent, fatalement, ça va nous fatiguer, nous, citoyens, mais aussi ceux qui épandent. Donc, est-ce qu'ils ont des pilules pour pas être eux, etc. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est bidon. Et quand je vois votre film, là, moi, je suis scotché, là. Est-ce que les compagnies aériennes sont dans la confidence? Est-ce qu'elles savent que leur carburant a été modifié et qu'avec leur vol, ils épandent comme ça des nanoparticules dans le ciel, etc., qui peuvent avoir une influence sur la santé publique? Les compagnies aériennes savent que leur carburant a suivi des modifications, des modifications pour en améliorer l'efficacité. C'est ce qu'on leur a dit. Voilà, c'est ce qu'on leur dit, oui, effectivement. Bon, maintenant, ce qu'on observe, c'est que ces carburants ont des effets sur l'atmosphère qui ont pu être mesurés, notamment, dans le film c'est un peu expliqué, puisqu'on a eu le 11 septembre, à la suite de quoi, pendant 3 jours, il n'y a pas eu de vol. Donc il a été possible de mesurer l'impact de la disparition de ces chemtrails. Et on s'est rendu compte qu'il y en avait un réel, donc on comprend bien que c'est un des procédés parmi d'autres. Auxquels s'intéressent les militaires. Mais il y en a bien d'autres. Simplement, celui-ci, il est très visible. Et non seulement... Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'évoquait tout à l'heure Jacqueline, les particules, la pollution chimique des aliments, des terres, des organismes. Et puis, il y a le climat et le dérèglement du cycle de l'eau. Alors, très souvent, dans les remarques qui nous ont été faites à la vision de la bande-annonce, disant mais vous confondez la pollution par les particules et le climat. Mais évidemment, ce n'est pas la même chose. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, tout est lié. D'accord. Vous voyez, c'est ça le problème. Si on n'a pas une vision systémique de l'ensemble, on ne peut pas comprendre pourquoi cet état structurel nous conduit tout seul vers un état de nature qui n'est pas celui que les hommes souhaitent. Il y a quand même quelque chose qui m'étonne toujours, et c'est ce qu'on nous oppose aussi, mais les gens ne feraient pas ça parce que ce sont les premières victimes. Les dirigeants qui sont à la tête de nos pays ou à la tête de ces sociétés, eux-mêmes sont victimes de ce qu'ils balancent dans le ciel, non? Ils ont des pilules d'antibiotiques, je crois qu'ils d'antidotes, ne se rendent pas compte. Ah, c'est ça? Je crois qu'ils ne se rendent pas compte, d'où l'efficacité
de films de cette nature et de débats, parce que je crois que les dirigeants ne se rendent pas compte. À ce point-là, vous pensez? Non, c'est pour ça que je dis à ma maman, il n'y a pas complot véritablement. Ouais. C'est un état structurel, et c'est un état structurel aussi de sous-information et d'intoxication des médias par eux-mêmes. On est là face à... On a fait souvent plein d'erreurs sur les pesticides, sur certains médicaments. Enfin, il y a des fois où ils pensent que c'est super efficace et puis avec le temps et le recul, on s'aperçoit que c'était une bêtise. Je pense qu'on en est là. Le problème, c'est j'espère. On a la sensation que c'est un peu comme vous parlez des pesticides, c'est que maintenant on en parle beaucoup des pesticides, mais ça fait oui, mais ça fait 30 ans. Oui, mais Monsanto, maintenant qu'on en parle et qu'il y a des problèmes sur Terre, ça fait longtemps qu'il est en l'air. Donc, oui, c'est ça. Ils ont toujours un coup d'avance. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, les scandales sanitaires veulent bien dire ce que veut dire. Scandale sanitaire, ça veut dire que pendant 20, 30 ans, 40 ans, on a fait souffrir des gens à leur insu, sans qu'ils le sachent, en plus avec beaucoup de perversité, parce que là on se balade dans la rue, on se dit qu'il n'y a aucun problème, tout va bien, et finalement c'est pernicieux, c'est-à-dire que ça rentre dans notre organisme et ça va avoir fatalement des conséquences sur notre organisme. On parlait d'endocrinologie. On voit aujourd'hui que les pesticides ont des vrais problèmes. On voit des gamines avec tout ce qui se passe dans la flotte. Il y a des gamins qui aujourd'hui... Les poissons qui changent de sexe. Il y a des problèmes de stérilité chez les gamins. Il y a des micro-pénis qui arrivent chez les gosses aujourd'hui à cause de cela. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui sont absolument dingues. Donc on se dit que c'est pernicieux, donc le grand public s'en aperçoit pas. Et c'est là la grande perversité du programme en fait. Oui, mais tout à l'heure on parlait du complotisme, de la CIA, en disant attention, il faut être prudent. L'Europe, par exemple, n'est pas en arrière de la main. On parle de Monsanto. Bon, il y a un projet de rachat de Monsanto par Bayer, par les industries européennes, et l'Europe, parallèlement, avait commencé à proposer la légalisation d'un certain nombre de molécules dont Monsanto est propriétaire. Vous voyez ? Donc, en fait, comme c'est Bayer, une société européenne qui devait racheter, on a commencé à accepter... Vous avez tout compris. Oui, c'est ça. Non, mais ça règle les problèmes du TAFTA et tout. Personne c'est européen, Bayer. Personne n'en a parlé. Vous voyez ? Et toutes les grandes puissances du monde se rendent dans cette espèce de guerre chimique, de guerre climatique, et c'est un véritable problème. Vous avez parlé du TAFTA. On l'a refusé, nous, l'Europe, le TAFTA, le traité transatlantique. Mais Monsanto, il s'en fout, puisque Bayer, c'est européen. Enfin, oui, mais là c'est plus Monsanto. Monsanto, il va recevoir un chèque. Oui. C'est Bayer qu'il faudra incriminer, parce que là, c'est Bayer qui va reprendre les brevets de Monsanto pour les balancer au monde entier. Oui, donc Monsanto a réussi à être en Europe, puisque c'est européen. Le problème ne se pose plus. Donc c'est absolument ils ont notamment le brevet, je crois, pour la pomme de terre OGM, pour un certain nombre de choses. Qu'on veut cultiver en Europe. Donc, on fait quoi? Alors voilà, non mais voilà. On fait quoi? Parce que finalement, la vraie question, c'est ça. C'est souvent ce que disent les gens qui ne veulent pas trop s'informer sur le sujet. Et on me dit, on veut pas savoir, parce que de toute façon, on peut rien faire. Alors ça, c'est un peu... C'est vraiment la phrase, on peut rien faire, c'est comme ça. C'est pareil avec les politiques, c'est pareil, de toute façon, c'est tous les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qui ne dit mot consent. Oui, donc mais bien évidemment, mais le peuple, il n'est pas capé pour être face à cela. Il veut un papa de substitution, c'est un président de la République. Il veut que des scientifiques s'occupent de sa santé, que des chirurgiens s'occupent de sa jambe quand elle est explosée. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a la sensation que toute la société a été faite pour ça, pour que les... Mais on est chimiquement tellement pollué qu'on a besoin d'être assisté. Malgré tout, on fait quoi? Vous voyez, la question... D'abord, lorsqu'on approche... Alors moi, pardon. Non, je t'en prie, la clé. Alors moi, en fait, je me suis posé cette question 1000 fois. D'ailleurs, au début, quand j'ai compris l'ampleur des choses, je pensais que j'avais pas le temps de faire un documentaire, parce que pour moi, c'était évident que ça allait s'arrêter. C'était pas possible que ça continue. Puis 5 ans après, je me suis dit, je vais le faire, parce qu'il se passe rien. Et en fait, j'ai fait un rêve. C'est arrivé clandestinement, parce que c'est déjà là. Et en fait, ça disparaissait clandestinement. Le peuple n'était pas au courant. En fait, ça vient et ça je pense que ça va se jouer à haut niveau, politique, mondial, etc. Il va y avoir des pressions dans un sens, dans l'autre, etc. Et ça disparaîtra. Enfin, ça va diminuer, parce qu'il va falloir que ça diminue.
C'est un peu comme le nucléaire, on sort pas de la géo-ingénierie du jour au lendemain. Bien sûr. Alors Jacqueline, quelle a été la grande difficulté pour faire ce film? C'est effectivement de faire le tri entre toutes les informations, parce qu'il y avait à boire et à manger sur toutes les infos que vous pouviez retrouver ici ou là. Ça a été quoi? Ça a été d'organiser ce film, c'est d'avoir des preuves sur cette... Est-ce que vous avez douté à un moment donné? Parce qu'on peut douter de tout cela, c'est-à-dire qu'on peut se dire, ben non, mais l'homme n'est pas si perverse, il va pas lui-même s'intoxiquer dans un premier temps, parce que on va parler d'endocrinologie, on va parler de tous les problèmes que ça va engendrer, toutes ces particules qui sont dégagées dans le ciel, et notamment par les avions, puisque c'est eux qui balancent ça dans les carburants. Les carburants ont été modifiés, c'est ce que je disais en préambule tout à l'heure. Et quelle a été la grande difficulté? En fait, j'ai cherché... mon enquête a été faite presque à l'envers parce que j'ai cherché des raisons que ce ne soit pas possible. Ah, d'accord. Vous vous êtes dit... J'attendais tous les jours quelque chose qui me dise ça n'est pas vrai. Et en fait, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Et les infos, je les ai trouvées très vite, comme me disait Patrice. On les trouve tout de suite si on sait les chercher. Et en fait, il suffit de les chronologies des dates, etc. Et en fait, c'est tellement évident. C'est pour ça que je l'ai fait de dos et au iPhone pour dire tout le monde peut le faire. En fait, si on se pose les bonnes questions, les réponses, on les trouve très très vite. Il n'y a pas eu de difficulté, ça a été très très facile à faire. Surtout avec Patrice Sernu, c'est vraiment génial de bosser avec lui. Alors, il y a quand même en ce moment à la tête du ministère de l'écologie Nicolas Hulot, quand même. Donc, on était tous contents qu'enfin il accepte un poste ministériel. Il est au courant de tout cela. Vous avez rencontré des écolos dans votre enquête, Europe Écologie Les Verts. Est-ce qu'ils sont au courant de tout cela? Qu'est-ce qu'ils disent, Jacqueline? Mais même si vous regardez sans les rencontrer sur le net, vous avez les réactions aussi des politiques et de Nicolas Hulot face à la géo-ingénierie. Pour eux, ça n'existe pas en fait. Et Nicolas Hulot le dit très clairement, c'est pas les gouvernements ne toucheraient pas à ça. Tout ça, c'est pas vrai pour eux. Pour l'instant, c'est pas vrai. Mais bon, dans plein de choses, c'est classé secret défense aussi, hein. Parce que c'est quand même. Mais vous vous rendez compte quand même, ça fait de la connectique pour les sous-marins. Enfin, il y a plein de choses qui sont militaires. ARP est quelque chose de militaire aussi, donc. C'est un peu secret défense. Oui, parce que ARP est peut-être une arme aussi. Hein, donc, et ça, on peut, si on modifie le climat, vous imaginez, demain on peut se battre avec le ciel. Ils ont fait au Vietnam, ils ont commencé au Vietnam, c'était les premiers tests. Tout ça est très bien expliqué dans le 90 minutes. Je vous invite à le voir, hein, donc vous verrez le 28 à l'entrepôt à Paris. Si vous êtes parisien ou si vous êtes en province, venez et on mettra tous les liens bien sûr avec le replay de cette émission pour que vous puissiez réserver vos places et avoir toutes les informations. J'ai invité Nicolas Hulot lundi 26 à venir visionner le teaser, la bande-annonce. D'accord. Il a répondu ou pas? Alors on m'a fait savoir que le même soir il avait 5 propositions différentes et qu'il allait réfléchir. D'accord. Mais bon, moi je tiens Nicolas Hulot pour un écologiste sincère. Donc la question, comment dire, n'est pas là. Mais est-ce que c'est pas un peu facile de dire ben non, les gouvernements n'iraient pas là? Mais ce qui est quand même évidemment un peu. Peut-être qu'il le croit, enfin que les gouvernements n'iraient pas. Je crois pas. Ça fait un peu béni oui. Il a quand même les informations. Il a quand même été l'ambassadeur de l'Élysée. Ah oui. Comment dire, à l'ONU, et donc d'une certaine façon au sommet de ceux qui ont organisé la COP21 et par conséquent, il a reçu tous les rapports et tous les scénarios. Donc c'est difficile de prétendre qu'il ne le sait pas. Vous parliez de la COP21. Qu'est-ce qui s'est dit sur cette géo-ingénierie? Le GIEC, 116 propositions, alerte finalement à la COP21 en disant attention, voilà ce que ça va engendrer, voilà ce que ça peut faire, etc. Qu'est-ce qui s'est dit sur cette COP21? La COP21 a dit que si les mesures d'urgence n'étaient pas prises avant 2018 ou 2020... Oui, mais en sachant que de toute façon c'est 2025 la prochaine. Il faudrait procéder à des retraits massifs de carbone. Et donc là, vous avez 101 scénarios qui parlent de ces retraits. Donc évidemment, dans ces scénarios, on parle toujours de manière assez distante. On évoque parfois les procédés. Moi, la seule, je ne sais pas si on peut le dire ici, il y a une revue qui a quand même publié les 8 grandes catégories de scénarios de géo-ingénierie, c'est Sciences et Vie, qui a quand même fait un document visionné par des scientifiques en disant voilà les scénarios qui ont été proposés et voilà, sans parler
des groupes industriels qui étaient derrière ces scénarios. Mais on voit bien que ces scénarios sont des scénarios invraisemblables. Donc ce sont sans doute pas les vrais scénarios. Donc c'est aussi la raison pour laquelle il faut qu'il y ait un débat public, parce que on nous dit les procédés de géo-ingénierie ont déjà été testés. Oui, mais alors on voudrait bien savoir. Et quels sont les résultats? Officiels, en tout cas les vrais, quoi. Et à quelle échelle, hein. Et à quelle échelle? Donc ARP, ça consiste à tirer, en partie, il y a plusieurs aspects dans le projet ARP. Ça consistait à tirer des clusters d'électrons sur les aurores boréales, par exemple. Ça a été fait. Certains disent que ça a provoqué des grandes catastrophes. On a vu des aurores boréales tout à fait anormales se développer. Quels sont les résultats? Qu'est-ce qui a été mesuré? Bon, on ne peut pas s'engager dans des projets futurs sans qu'on ait, le constat, les dossiers sur ce qui a déjà été pratiqué. Parce que deux choses l'une, soit ça a déjà été fait, il faut savoir, soit ça n'a jamais été fait, donc on joue aux apprentis sorciers. C'est ça. Il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond dans l'argumentation. Alors le problème de jouer à l'apprenti sorcier, c'est qu'on risque d'avoir des conséquences catastrophiques. Hein. Ce qui va être étonnant, c'est de passer de ça n'existe pas à c'est obligatoire. Je ne sais pas comment ils vont faire ce saut-là, en fait. C'est ça qui est intéressant. Ils n'ont aucun problème, hein, vous savez, à faire ce saut. Puis de toute façon, on subit, donc ils font ce qu'ils veulent. Mais ce qui est hallucinant quand même, Patrice, effectivement, ou Jacqueline, c'est que les informations, elles sont partout. Moi, c'est ce que je dis souvent à mes abonnés. Attention, même quand on parle d'OVNI, il y a le rapport Cometa qui a été fait par des militaires. C'est en vente partout. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, l'information, et c'est aussi le slogan de BTLV, c'est pour ne plus jamais dire je ne savais pas. Je veux de l'information, on la trouve. Mais peu de gens, en fait, s'intéressent à cette information parce que c'est pas aux 20h30 de la télévision. Donc voilà, on n'en fait pas. Et même quand c'est à 20h30, regardez les caches investigations d'Élise Lucet, ça fait un peu le buzz pendant 2 jours et puis après on n'en parle plus. Finalement, est-ce que c'est pas le public, en fait, est-ce que ça le dépasse pas tout ça? Est-ce qu'il n'est pas fait pour entendre tout cela et qu'il laisse ça, finalement, son avenir à une poignée d'hommes qui, en secret, vont travailler sur l'avenir de l'humanité? Là, vous posez le problème dont parle souvent Edgar Morin, par exemple, c'est le problème de la complexité du monde actuel. Bien sûr. Et qui amène les grandes instances à fournir l'information en la stratifiant selon 2 étages. Alors, si on prend l'exemple du climat, qui est absolument exemplaire à cet égard, vous avez le rapport du GIEC. Bon. Le rapport du GIEC qui comporte 3000 pages, enfin 1000 au départ, maintenant 3000. Bon. Quasiment tous les pays, les scientifiques y collaborent. Parfois, ils ne s'y retrouvent pas. Mais en fait, il y a tous les éléments d'information pour connaître la vérité. Et savoir notamment, ce que j'explique souvent, que ce n'est pas le niveau du CO2 qui provoque le réchauffement, mais c'est le cycle de l'eau. Parce que dans l'Antiquité, le paradis, c'était le réchauffement. Alors aujourd'hui, il y a du réchauffement, mais c'est l'enfer. Ouais, donc, il y a une raison, par conséquent, qui nous échappe. Mais toutes les informations, elles sont dans ces rapports. Mais comme ce rapport n'est pas accessible ni aux citoyens, enfin, ils peuvent les lire, mais ils n'ont peut-être pas les compétences ni le temps, ni même au cabinet ministériel, ni aux hommes politiques. Donc, la grande idée, c'est de faire un rapport de synthèse qui, en réalité, comporte des arguments de langage, des éléments de langage, comme on dit actuellement. Et vulgariser la chose, quoi. Pour vulgariser la chose. Bien sûr. Et ce qu'on constate, c'est que ce rapport de synthèse qui fait 20 pages, que va utiliser les hommes politiques pour faire des discours dans leur propre pays, etc., eh bien, ça n'a rien à voir avec ce qui est contenu dans le rapport. C'est-à-dire que même ça, même cette contraction, finalement, mais les scientifiques ne s'y reconnaissent pas. On explique dans ce rapport que c'est le niveau du CO2. Bien sûr que le CO2 a une importance et que l'accélération des émissions a des conséquences dramatiques sur la biosphère. Mais c'est pas le niveau. Il y a eu dans des périodes extrêmement reculées, lorsque la flore, par exemple, et la faune se sont développées sur Terre, il y avait un niveau de CO2 qui était 23 fois supérieur au niveau actuel. Donc on voit bien que ça n'est pas si simple. Ce sont des questions complexes. Et je pense que les citoyens savent que ces questions sont complexes. Donc, ils sont amenés à faire confiance à des instances dont on leur dit qu'elles sont séparées des scientifiques, qu'elles vont donner des éléments de langage qui sont des éléments de confiance. Voilà, qu'elles sont libres, quoi, c'est ça. Voilà, qu'elles sont libres et indépendantes. Indépendantes de l'ONU, indépendantes des États qui sont voués aux hégémonies. Et ce qu'on constate, c'est que ces éléments de langage
ne correspondent pas à une réalité scientifique. En fait, on a la sensation que l'homme, en tout cas les dirigeants, ont compris que la planète telle qu'on la vivait aujourd'hui, elle était pas en bon état, et que finalement ils vont essayer de la changer. Au lieu de changer son comportement, l'homme va essayer de changer la planète, en fait, c'est ça. En gros, c'est ça. À peu près. À peu près, mais ça paraît complètement dingue. C'est-à-dire qu'il a quand même, l'homme, un orgueil phénoménal. De l'univers. Donc il veut aussi une planète à la mesure des apprentis sorciers qu'ils sont, ceux qui vont vers cet état. Quoi. Je parlais des conséquences et les dangers de cette manipulation du climat. Quels sont-ils et quelles sont-elles? C'est comme les pesticides, il faudra peut-être 60 ans pour qu'on sache exactement. Parce que là, on a la sensation que c'est un gros danger sanitaire. Ce sont des nanoparticules. Les associations disent, il y a beaucoup d'associations et j'ai pas du tout, ce film est en fait juste pour déclencher un questionnement. Ça n'a pas du tout la prétention de faire le boulot des associations. Les associations disent que ce sont des nanoparticules d'aluminium, barium, strontium, avec beaucoup de preuves. D'accord. Donc on risque d'avoir quand même aussi des conséquences, vous le dites, sur l'acidification de notre corps. C'est quoi ça, l'acidification de notre corps? Alors ça avait été déjà mis en évidence par Allègre. Il avait été d'ailleurs défoncé par la presse. Complètement. Et ses Claude collègues. Allègre. Voilà, après d'ailleurs que l'Académie des sciences ait finalement lui donné partiellement raison, parce qu'ils se sont tous mis d'accord. Sauf qu'aucun média n'a dit qu'il avait raison, finalement. Mais aucun média n'a dit qu'il avait raison. Ils l'ont bien lynché, et puis voilà. Alors, sans rentrer dans des explications qui seraient un peu lents de détailler, c'est l'augmentation rapide du CO2 qui provoque ces désordres. Et les eaux, notamment les océans, vont absorber une grande partie du CO2 qui a été émis en l'absorbant. Et quand la saturation est obtenue, automatiquement, les eaux abaissent leur pH. C'est une réaction chimique qui est parfaitement connue et donc augmente l'acidification. Et donc plus le cycle de l'eau s'accélère, plus les eaux s'acidifient pour compenser une partie de cette accélération. Mais pas simplement les eaux des océans, les eaux des rivières, les eaux des mares, les eaux des bouteilles que nous buvons et en fin de chaîne, l'eau du corps, avec tous les désordres que ça peut entraîner, quoi. Exactement. Alors, la vraie problématique, c'est que quand on a une piscine et que le pH a un problème, on met des produits et ça remonte. Voilà, et ça remonte. Sauf que dans les océans, c'est pas si simple que ça. Mais c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent mettre des produits dans les océans. Ils veulent déverser, par exemple, des tonnes et des tonnes, des milliards de tonnes de chaux dans les océans pour compenser cette acidification qui est maintenant mesurée. Et ce qu'on appelle le retour progressif vers le précambrien, c'est-à-dire ce qui se manifeste dans les océans par le fait que les mammifères, les organismes supérieurs vont disparaître au profit des mollusques. Ça explique les algues vertes, ça explique le développement des méduses, c'est-à-dire qu'on retourne vers des formes plus primitives de vie qui sont plus aptes à supporter cette acidification. Alors, ces projets sont déments. Car toute la flotte maritime existant sur Terre ne suffirait pas à déverser la poudre qu'il faudrait pour compenser cette évolution. Vous imaginez on est dans 10 000 mètres de profondeur, etc. Il en faut des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Quoi. Et puis il faudrait dissoudre des roches et des montagnes pour la fabriquer, etc., etc. On est dans une forme de démence. Il y a une folie totale. Une folie totale. Donc, comme on peut difficilement penser que ces experts si sérieux et si sages soient totalement fous, il faut bien penser que quelque part, il y a d'autres projets. Et ces autres projets,
Et c'est ce que Jacqueline notamment montre en feuilletant ces rapports successifs de la CIA, qui ne sont pas des rapports récents, mais qui ont commencé à être écrits, je ne sais pas, il y a une trentaine d'années. C'est les années 60, 70, je crois que c'est ça, les premiers. C'est ça, ouais. Voilà, donc c'est très ancien. C'est quelque chose qui vient de très loin. La CIA est toujours derrière tout, en fait. On s'aperçoit que les Américains... Ne tombons pas dans le complotisme, sinon plus personne ne va vouloir nous écouter. Non, mais ils sont souvent là. À chaque fois, il y a à un côté, il y a la CIA au loin. Mais les Américains ont toujours été très présents sur ces sujets-là. C'est l'industrie qui est derrière. Et voilà, parce qu'en fait, pas la CIA. Il y a une telle industrie. On parlait de Monsanto tout à l'heure. Il y a quand même quelque chose d'absolument dingue. Et on l'a vu dans le film de 13 minutes, la bande-annonce, là. C'est qu'en fait, Monsanto a investi dans une société de météo, enfin d'annonce de prévision météo. Donc du coup, c'est plus Météo France aujourd'hui, même si on annonce Météo France à France 2, par exemple, c'est plus Météo France à Toulouse, par exemple, qui donne les prévisions. Ça passe par l'Angleterre, par une société qui est en fait détenue par Monsanto, c'est ça? Détenue par Monsanto. Enfin, c'est une société anglaise qui a été rachetée par une société américaine. Après, j'ai pas poussé plus parce que ça me paraissait déjà évident comme ça. J'ai pas poussé plus loin. Mais en fait, c'est beaucoup ce que disait tout à l'heure Patrice. Il y a quelque chose avec le transhumanisme, parce qu'ils sont en train d'adapter effectivement la planète et sur des trucs, sur les plantes. Les pesticides, on s'est rendu compte que maintenant le blé, et je pense qu'ils vont transformer l'humain, mais ça va être au détriment de l'intérêt sanitaire commun. Parce ils vont essayer d'adapter l'humain à leurs produits. Oui, mais c'est pareil. Mais c'est pareil. Il y a ceux qui vont supporter cette transformation et il va y avoir. Enfin, c'est pas bon pour tout le monde. Tout le monde va pas supporter cette transition. Le blé aujourd'hui, il est toxique parce qu'il faut 1000 ans. Donc, pour transformer les humains, là, ils sont en train d'accélérer tellement ces transformations que je sais pas, il en restera plus beaucoup et ils sont. Alors, Patrice, vous soulevez cette question aussi des médias, quand même, de l'information, parce que là, on voit, il y a France 24, il y a quelques chaînes de télévision qui font des sujets d'ailleurs, et qui se questionnent, sauf que c'est jamais repris par la grande presse, ou en tout cas, les émissions sont toujours à des heures indues, c'est-à-dire qu'on les regarde à 3h du matin, etc. Il y a jamais une presse d'investigation qui peut prendre le flambeau de cette problématique et qui la met devant le grand public. C'est effectivement très étonnant, car en réalité, il n'est pas besoin de mener l'investigation très loin pour avoir les informations. J'évoquais les 115 scénarios, les 116 scénarios qui ont été déposés sur le bureau par la GIEC, de 21, ils sont publics. Or, sur ces 116 scénarios, il n'y en a que 15 qui ne font pas de recours à la géo-ingénierie. Alors effectivement, 15 seulement. Et 101 ne parlent pas de géo-ingénierie, ils parlent de retrait massif de carbone. C'est un terme assez élégant pour dire géo-ingénierie. Or, les 15 scénarios qui sont sans recours à la géo-ingénierie impliquent des mesures qui devraient être prises avant 2018. Donc alors, il y a une grande entourloupe, évidemment, c'est qu'il n'y aura pas de COP, conférence des partis, comparable à celle de Paris, avant 2025. Et la prochaine, celle qui commencera à vérifier si les mesures qui ont été adoptées et acceptées par les États seront effectivement mises en œuvre, aura lieu en 2020. C'est-à-dire à des dates qui sont bien postérieures à celles qui sont nécessaires pour avoir des solutions. Et enrayer le process, sans recours à la géo-ingénierie. Alors évidemment, la manœuvre, et ça a déjà commencé, parce que j'ai déjà vu sur BFM et sur d'autres chaînes, les experts commençaient à dire, puisque Trump, par exemple, ne veut pas appliquer le protocole, alors il va falloir appliquer la géo-ingénierie. Donc la grande idée à laisser là, c'est que les experts vont miser sur la peur, comme d'habitude, et on va dire, maintenant c'est trop tard. On a atteint le point de rupture. La température va trop augmenter. Et donc, par conséquent, il faut mettre en œuvre tous ces projets. Alors évidemment, ces projets, comme c'est expliqué dans l'intégrale du film, ils sont préparés depuis très longtemps. Les rapports qui sont évoqués dans la bande-annonce
sont des rapports qui ont commencé à être préparés il y a des dizaines d'années. Ouais. Donc l'industrie de la géo-ingénierie, elle vient pas de nulle part. C'est une industrie qui est très liée au lobby militaire américain, parce qu'en fait, elle est née de la volonté de contrôler le climat. Oui, parce qu'il y a le CIA qui est derrière. Pour faire la guerre climatique, bien vous avez sûr, bien compris. depuis le début, ouais. C'est comme ça qu'on a... On se souvient de HARP américain, mais vous m'avez dit en off qu'il y a HARP Europe et il y a HARP Russie également. Il y a HARP Russie, il y a HARP Europe, il y a HARP au Japon également, il y a HARP dans tous les pays. D'accord. Tous les pays investissent dans ces méthodes, qui sont des méthodes qui ont début pacifique, correct sur certains plans, mais qui ont aussi des buts militaires. Pourquoi c'est pas mis sur le débat public, Jacqueline? C'est toute la question. Effectivement, on est en droit de se dire que si c'était vraiment bon pour nous, ils en feraient la promo. Bien sûr. Si c'est caché, on est en droit de se poser des questions. Ouais. Et en fait, moi, c'est beaucoup de nuits et il m'a fallu 2 ans pour digérer en fait l'information et pour pouvoir faire un tri, parce que sur Internet il y a tout, mais le pire et le meilleur. Bien donc il faut essayer d'aller chercher. Je voulais que ce soit factuel, c'est-à-dire sur des faits, pas du tout à l'émotionnel, parce qu'on voit plein de choses sur la géo-ingénierie avec des ciels catastrophiques et des musiques surtout catastrophiques, angoissantes, où on met de l'émotion, alors qu'en fait ce qu'on veut c'est juste de l'information et juste des faits. Donc en fait, j'ai voulu donner mon enquête en la faisant de dos pour que tout le monde puisse s'identifier. Les ciels sont tournés au iPhone, tout le monde peut le faire. D'accord. Et c'est juste donner envie aux gens de se poser des questions, parce que le ciel, on le voit, ça se voit. C'est pas. Moi, je l'ai découvert concrètement. Je voyais des traits dans le. J'ai fait beaucoup de campagnes de pub pour de la mode, et un jour je lève les yeux au ciel et je constate qu'ils avaient fait Burberry au plafond, enfin dans le ciel, et je me suis dit il y a un problème, et j'ai été chercher après. Oui, parce que moi je me souviens, on m'avait vendu HARP en disant on va pouvoir faire pleuvoir dans des régions qui sont complètement arides, et notamment dans des zones africaines en difficulté, on va pouvoir cultiver, etc. Sauf que, comme toutes les pièces, elles ont deux faces, quoi, et c'est un peu compliqué. Donc il y a un but qui est plutôt, au départ, je le disais, louable. On va nous protéger, on va faire pleuvoir dans des zones difficiles, etc., apporter peut-être de la vie. Mais de l'autre côté, il y a effectivement les militaires derrière, et puis il y a surtout des firmes comme Monsanto qui sont derrière et qui, elles, n'ont jamais véritablement un but humanitaire. On peut se poser la question d'une part, mais ce qui est le plus étonnant, c'est que vous avez des grandes firmes comme Google, Microsoft, dont les responsables investissent aussi dans la géo-ingénierie. Moi, personnellement, je pense qu'il y a un rapport entre la géo-ingénierie et puis le transhumanisme. Ah oui, ah bah ça, il y a un rapport évident. Ces grandes firmes veulent travailler là-dessus. Vous posez la question, pourquoi on n'en parle pas au public? Mais parce que le public serait effrayé par ce que tout ça implique. Donc on veut un homme augmenté, mais on veut aussi une planète augmentée qui soit une planète artificielle. On veut un homme augmenté et artificiel dans une planète artificielle. On va substituer... en tout cas, ça va se substituer au pétrole. Les énergies fossiles sont en train de disparaître. Bon, bien que on ait encore du temps, quand même. Parce il y a le charbon, il y a le gaz. Il y a 30 ans, 10 ans, 30 ans, il n'y aura plus de pétrole. Pour l'instant, ça continue à augmenter. Et le baril se vend toujours bien. Et le Qatar achète encore des équipes de football. Donc tout va bien pour les énergies fossiles. Mais on fait quoi, Patrice Arnu, aujourd'hui? C'est vrai que le commun des mortels, il peut faire quoi? Il peut s'informer. Certes, il peut aller à des conférences. Mais la base, elle a du mal quand même à se faire entendre. Alors l'associatif est très important. Parce que souvent, presque, l'associatif fait plus bouger les choses souvent que le politique. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on fait? On a fait un collectif aussi. C'est la question qui est posée à chaque fois qu'on projette le film, notamment récemment. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Puis on se faisait quasiment engueuler. Mais c'est déjà bien qu'on essaie de donner l'information. Parce qu'au fond, cette idée qu'on ne peut rien faire, dont on parlait, ça fait partie aussi du projet transhumanisme, transclimatique, transplanétaire, consiste à dire la démocratie est morte. Les peuples n'ont pas la capacité de réagir, ils n'ont pas l'information, même quand on leur donne des éléments de langage. Et par conséquent, il faut que tout ça se décide à haut niveau. Voilà. Dans des instances supérieures,
sur lesquels il est impossible d'organiser un contrôle démocratique. Voilà, et au niveau mondial en plus. Et si possible au niveau mondial. Alors évidemment, c'est une glissade qui n'aura jamais de fin. C'est le retour des grands empires. On revient vers quoi tout ça se mène. Donc à la question, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est redonner les clés aux citoyens. Et pour redonner les clés aux citoyens, c'est l'information, l'éducation, etc. Donc voilà, je pense que Jacqueline, par ce film, c'est ce qu'elle a essayé de faire. Essayer de faire passer une information, c'est déjà beaucoup. Voilà. Mais maintenant, il faudrait que les gens adhèrent au collectif. Alors, on a créé un collectif, Parce qu'il faut être nombreux, on peut pas être on fait rien tout seul. C'est quoi ? Il s'appelle comment ce collectif ? Il est à la fin du 13 minutes. Climat artificiel urgence. D'accord. Ouais. Et il a un nom international qui est Artificial Climate Emergency. D'accord. Bon. On va mettre le lien aussi avec le podcast. Voilà. Mais peut-être d'autres prendront d'autres initiatives. Mais on parlait tout à l'heure de Nicolas Hulot. Bon. Moi, je crois à sa sincérité. Mais il faut aussi lui mettre les informations devant les yeux. Mais faut-il qu'il veuille les accepter ? Faut-il déjà qu'il accepte de les voir, de les regarder, ensuite de les accepter et enfin de les prendre en compte. Parce que vous avez vu mon slogan pour ne plus jamais dire je ne savais pas. Parce que souvent les gens disent je ne savais pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et même les politiques, je ne savais pas. Vous voyez, on a eu la même chose avec l'histoire du sang contaminé, je ne savais pas, ça se passait en dessous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est souvent je ne savais pas. Sauf que là, si vous lui l'invitez pour qu'il regarde et puis qu'il dit je ne peux pas parce que j'ai 5 dîners à côté ou 5 opérations, il ne le saura jamais à un moment donné. Mais il y a d'autres pistes. Par exemple, j'ai un ami qui est un ami très proche du président de la République qui a accepté de faire une espèce de colloque privé tous les 2 mois avec lui. Je lui ai dit, il a accepté, on va lui montrer le film. Voilà, peut-être que... ça bougera quelque chose en lui. Ça bougera quelque chose. Alors, pourquoi je vous dis on fait quoi ? Parce que... il faut tout essayer. Oui, et le citoyen, il a pris conscience qu'il y avait des pesticides, vous le montrez dans un extrait de cette bande-annonce de 13 minutes, il y a 100 fois moins de vitamines dans une pomme d'aujourd'hui qu'en 1950. On voit que tout est un peu pareil, les fruits n'ont plus de goût, on est 7 milliards, donc on produit, et il n'y a plus de goût, les légumes ne voient plus la terre, enfin c'est juste absolument dingue. Quoi qu'il en soit, il y a toute une population, souvent qu'on appelle des créatifs culturels, vous savez, des gens qui ont envie d'une autre façon. Alors, c'est souvent aussi des bobos, etc., mais qui ont envie d'aller faire leur marché sur le bio, etc. Sauf que là, le bio, il est pourri, quoi. Et il le dit d'ailleurs, l'agriculteur qui sera avec vous le 28 à l'entrepôt, là, il dit, mais si vous pouvez faire du bio, mais on va pas utiliser de pesticides, mais si ça vient du ciel, de toute façon, ça va pourrir la culture. On est mort, en fait, finalement. Surtout que les nanoparticules d'aluminium, tous les arbres maintenant, il y a des associations qui ont des analyses très précises de ça. Et les arbres sont complètement infestés à tel point que les racines des arbres ça fait comme un moignon et elles ne se développent plus. Ah, elles ne vont plus dans la terre, quoi. Donc en fait, comme ça, je suppose que bientôt on mangera des croquettes qu'ils fabriqueront. Il y a plus, et c'est Monsanto. Enfin, je veux dire, il y a un contrôle absolu sur tout le végétal. Est-ce qu'il y a une vraie modification du climat aujourd'hui due à ça ? Est-ce que elle est mesurable ? Est-ce qu'elle est mesurée ? On voit qu'il y a des... moi, le réchauffement climatique est très complexe à comprendre. Voilà, et il faut pas tout dire et n'importe quoi parce que c'est compliqué. Les aires glaciaires, il y en a eu, les aires chaudes, il y en a eu, il y a toujours eu ça sur la planète. Malgré tout, qu'aujourd'hui, on sait que l'émission de CO2 n'est pas 100% responsable du réchauffement climatique et il faut le rappeler quand même. Et d'ailleurs, ceux qui le disent souvent se font tailler parce que il a bon dos, cet argument de c'est le CO2, l'émission de CO2 qui fait tout cela. Mais est-ce que c'est mesurable ? On voit bien qu'aujourd'hui, quand même, il y a des catastrophes climatiques de plus en plus importantes. Alors, encore une fois, et encore je mesure aussi ce que je dis, parce qu'il y a aussi beaucoup plus de médias qu'à l'époque. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a de plus en plus de catastrophes climatiques ? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'aridité dans certaines régions ? On voit quand même qu'il y a des fleuves, notamment au Mexique, où il n'y a plus d'eau du tout, etc. On voit qu'il y a des États aux États-Unis où c'est juste la sécheresse permanente. Mais il y a aussi des tempêtes. On a eu, il y a quelques jours en France, encore une fois, des montées des eaux incroyables. Est-ce que ça, c'est dû, on peut dire que c'est aussi dû en partie à cette géo-ingénierie ? En partie, c'est dû, je pense,
à un phénomène qui n'est pas l'assèchement. L'assèchement, il y en a un, qui n'est pas le réchauffement, mais qui est l'assèchement climatique. D'accord. Et l'assèchement climatique provoque une grande part du réchauffement. Par exemple, vous avez les phénomènes d'inondation qui étaient centennales dans le sud de la France. Vous avez les vents qui passent sur le Sahara, qui normalement étaient refroidis par les nappes phréatiques, les aquifères profonds. Aujourd'hui, ils sont taris en raison de l'exploitation pétrolière. C'est pour ça qu'on a des grosses vagues de chaleur, par exemple, en France. Alors donc, vous avez des grosses vagues qui arrivent, le vent se charge en eau au sud de la Méditerranée, il va donc se déverser sur les contreforts des rives sud de l'Europe, et comme parallèlement, on a bétonné partout, ces pluies qui étaient centennales, elles sont maintenant décennales, quasiment annuelles, et elles provoquent des catastrophes. Donc vous voyez bien, c'est la conséquence de l'assèchement des aquifères profonds et des nappes phréatiques. Pour ça, dans le film, pour simplifier les choses, je dis la conséquence globale de tout ça, c'est que l'eau va trop vite du ciel à la terre. Et nous vivons dans la biosphère. On parlait tout à l'heure des arbres, dont les racines deviennent des moignons, ce qui veut dire qu'il y a moins d'eau dans les arbres. Donc il y a moins d'eau dans la biosphère intermédiaire. Et ce qui fait vivre, ce qui fait développer la flore, la faune, c'est la quantité d'eau qu'il y a dans la sphère intermédiaire. Quand vous avez du réchauffement, si vous avez de l'eau et de la lumière, ça veut dire fixation du carbone dans la flore, donc développement, c'est le paradis. Le réchauffement est un bienfait, ça n'est pas une catastrophe. Et par conséquent, si le réchauffement est une catastrophe, c'est pour d'autres raisons. D'accord. C'est parce que ça se passe dans des conditions qui aboutissent à ce que j'appelle globalement l'assèchement climatique. Et quand les terres s'assèchent, elles contribuent au réchauffement régional. Voilà. Donc vous avez un cycle. Et puis après, on perd tout. Les vers de terre, il y en a moins. Voilà. Il y a tout un problème. Alors vous avez des terres. Voilà, parce que par exemple dans les déserts, dans les déserts d'Amérique du Sud, lorsqu'il y a, eh bien, ils refleurissent. Normalement, avec le réchauffement actuel, les déserts devraient refleurir. Quand il y a réchauffement, les déserts reculent. Alors que dans les médias, on nous fait croire le contraire. Oui, bien sûr. C'est le refroidissement qui fait avancer les déserts. D'accord. Vous voyez, il y a toute une sorte d'idées reçues comme ça qui sont catastrophiques. Et les termes sont très importants entre assèchement et réchauffement. C'est pas la même chose. Voilà. Les deux s'alimentent. Ça, on nous le vend pas, ça. Non, ça, on nous le ment pas. Et les deux s'alimentent. Et c'est là qu'on voit l'influence des éléments de langage dans le rapport de synthèse. C'est très subtil parce que on propose aux politiques des choses qui paraissent évidentes. Il fait plus chaud et donc le désert avance. C'est une contre-vérité. Mais tous les médias avalent ça comme si c'était vrai. Alors qu'en fait, c'est un mensonge absolu. Et donc, il y a une espèce de conditionnement des mentalités qui fait que même ceux qui luttent contre la géo-ingénierie, contre ces abus, sont eux-mêmes conditionnés par le discours. C'est très difficile de s'extraire du discours, de la bien-pensance, quoi, finalement. De la bien-pensance. C'est très difficile. Même moi, parfois, nous, on discute, et je me dis, mais tu es en train de dire des choses qui sont absurdes, qui ne sont pas vraies. Tellement on est conditionné. C'est ça. Alors, on va bientôt se quitter. Je voulais juste qu'on aborde un point sur lequel vous entrez et vous nous faites entrer de plein pied dans votre documentaire. C'est la luminosité. Je n'avais pas remarqué. Vous avez remarqué, vous qui êtes une spécialiste et une professionnelle de l'image, puisque vous êtes photographe, journaliste, on a perdu en luminosité. Beaucoup. Ah bon? Beaucoup. Moi, j'ai un studio photo en lumière du jour. C'est flagrant. À ce point-là? C'est flagrant, c'est énorme. Mais c'est mesurable techniquement? Ouais, pratiquement, ouais. Pratiquement. Alors, j'ai des scientifiques au dernier débat qui me demandaient comment, parce que moi je dis 3 diaphes en quelques années, il me dit comment concrètement. Mais en fait, si vous tapez obscurcissement planétaire et que vous cherchez, il y a plein de scientifiques qui ont travaillé sur ce sujet.
Et en fait, nous enlever la lumière, c'est vraiment enlever la vie, quoi. Ouais. Le diaph, c'est l'ouverture de l'objectif. Le diaph, c'est ça. oui. C'est ça, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc ça, il y a, sur la planète, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus et c'est mesurable, en fait, c'est ça. Mais on manque tous, beaucoup, on est tous en carence de vitamine D. Mais oui, mais donc ça peut entraîner de la dépression. Mais oui, tout ça. Oui, le besoin de lumière, les gens, on le voit bien dans des pays où il fait souvent sombre, où il n'y a pas beaucoup de luminosité, les gens sont souvent en dépression. Je me souviens avoir vu, même ici, on l'avait relayé, l'information d'un village qui avait mis un grand miroir pour refléter la lumière du soleil, pour pouvoir nourrir de vitamine D ses citoyens, parce qu'il y avait un vrai problème. Et surtout pour l'agriculture, c'est fatal. Pour nos agriculteurs, c'est fatal. Moins de lumière, c'est moins de fixation du carbone par la photosynthèse. Donc les bénéfices du réchauffement disparaissent. Et donc on a un assèchement, puisqu'il y a moins d'eau, etc. Vous voyez, on voit bien. C'est l'histoire du chien qui se mord la queue. Exactement. Bon, écoutez, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, vous êtes informés maintenant. Hein, donc, le film s'appelle Vers un climat artificiel. Vous avez... Avec un point d'interrogation. Avec un point d'interrogation, bien sûr. Ça veut dire qu'il y a peut-être de l'espoir, quand même, ce point d'interrogation. Il faut toujours qu'il y en ait pour être entendu. Merci Patrice Hernu, merci Jacqueline Roche d'avoir été avec nous aujourd'hui pour évoquer votre documentaire Vers un climat artificiel avec un point d'interrogation. On vous retrouve le 28 juin prochain à l'entrepôt pour une conférence sur le même sujet. À très bientôt. Ciao. Il y a dans notre corps plus d'êtres vivants que sur toute notre planète. Pendant que vous écoutez BTLV, ils écoutent aussi. Ça prouve qu'ils ont bon goût.